Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver, très contente. Bonjour à toi qui m'écoute là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions provisoirement via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. En amour, l'homme et la femme sont différents sur le plan physique et psychologique. Comprendre les différences hommes-femmes en amour pour mieux s'aimer, c'est ce qu'elle va nous expliquer. Coach Stéphanie Palma, excellente coach en relations amoureuses. Je vous donne rendez-vous juste après la pause. Bonjour coach Stéphanie Palma. Bonjour. Voilà, je vous entends. Super. Comment vous allez ? Je vais très bien, merci, et vous-même? Très bien, je suis très heureuse de vous recevoir et je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Je vous suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Votre chaîne YouTube m'inspire beaucoup. Vous avez plus de 186 vidéos sur votre chaîne YouTube. Chapeau. Quand on a envie de présenter un contenu solide, intéressant, c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup. Merci. Je vous en félicite. Alors, coach Stéphanie, on n'est pas pareil sur le plan physique, émotionnel, donc on n'a pas la même approche de la vie. Les hommes et les femmes, je veux dire. Mais avant de parler de ce sujet, si vous permettez, est-ce que vous voulez bien vous présenter à nos auditeurs, puisque c'est votre première sur Arabelle FM? Bien sûr. Alors, donc je suis Stéphanie Palma et je suis coach en relations amoureuses. Alors, s'il y a une chose que je ne fais pas, c'est dans la séduction. Puisque c'est le meilleur moyen de définir un petit peu ce qu'on fait, c'est de définir ce qu'on ne fait pas. Et s'il y a bien une chose que je ne fais pas, c'est aider les hommes et les femmes à choper ou à avoir un coup d'un soir. Parce que ça m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est la profondeur et la qualité des relations amoureuses. Vraiment, comment faire pour avoir une relation amoureuse sur le durable, profonde, épanouissante sur le long terme. Et vraiment quelque chose auquel je crois fermement, c'est que tout le monde a le droit de se réveiller le matin auprès de la personne qu'on aime le plus. Je crois fermement ça. Oui. Alors, est-ce que je peux vous poser quelques questions par rapport à ce que j'ai lu sur votre site internet stephaniepalma.com? Tout à fait. Alors, vous vous présentez en disant « J'ai été une dépendante affective, une vampire d'énergie, une femme masculine. » Complètement. Complètement. Comment? Ah là là, eh bien, s'il y a bien un constat que j'ai fait avec le temps, c'est que ces choses-là, c'est-à-dire toutes les choses qui sont liées à l'amour, on nous l'apprend pas à l'école, on nous l'apprend nulle part. Et c'est un peu comme si on nous balançait dans la vie en nous disant débrouille-toi. Tu sais quoi? Fais de ton mieux pour être heureux en amour, parce que finalement, le couple et l'amour, c'est la chose la plus importante de la vie, parce que c'est ce qui procure le plus de bonheur ou le plus de douleur. Et c'est un peu comme si on disait, ok, tu peux avoir un cadeau magnifique tu peux juste trouver l'amour de ta vie, et en même temps, ça peut être le poison le plus pur. Mais débrouille-toi et bon courage avec ça. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé au début, quand j'ai commencé à être adulte. Je me suis rendu compte que toutes les relations amoureuses que j'avais, c'était horrible. J'y arrivais pas, en fait. Je me vautrais à chaque fois. Donc oui, j'étais une vampire d'énergie, c'est-à-dire on me faisait souvent cette remarque que quand on passait du temps avec moi, en fait, les gens étaient fatigués. Je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. J'étais une femme très masculine, c'est-à-dire j'avais beaucoup besoin constamment d'être en compétition. Les hommes, je les considérais comme des compétiteurs, en fait. J'avais besoin aussi beaucoup de validation masculine. Et puis j'étais surtout une dépendante affective, c'est-à-dire rester seule avec moi, c'était impossible à l'époque. Impossible. Aujourd'hui, vous vous décrivez comme une femme épanouie, alignée, sereine, confiante et surtout bien avec soi-même. Donc, vous avez fait un réel travail sur vous-même, Stéphanie.
C'est ça, c'est-à-dire le travail est vraiment profond et vraiment là. Ce que ça m'a permis de comprendre tout ça et toutes ces années de travail, c'est que on est vraiment la source de notre vie. On est vraiment à la source de tout ce qui nous entoure et de tous les résultats qu'on produit dans notre vie et qu'on vit, en fait. On est vraiment la source de ça. Et si on veut changer quelque chose dans notre vie, on doit changer d'abord. Et à partir du moment où on change, les choses changent. Donc c'est vraiment ce que j'ai appris à ce moment-là. J'ai changé et bizarrement, toutes les choses autour de moi ont changé. Bizarrement, les gens ont changé d'attitude envers moi. Bizarrement, mes relations amoureuses ont changé. C'est très intéressant ce que vous dites. Le changement vient de nous-mêmes et non pas des autres. Très intéressant. En tout cas, je vous félicite vraiment pour tout ce que vous dégagez sur les réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube. Stéphanie, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux sexes en amour ? Oui, complètement. Il y a une différence entre les deux sexes, mais il y a une petite subtilité, puisque très souvent, j'entends les hommes et les femmes sont différents. Ce qui est vrai est faux en même temps. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont différents, mais la subtilité ne réside pas dans la biologie. Parce que oui, d'accord, biologiquement parlant, on ne vous apprend rien, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Mais au niveau du comportement, il y a vraiment une différence entre le féminin et le masculin. Et le féminin ne veut pas dire femme et le masculin ne veut pas dire homme. Ce qui veut dire par là qu'un homme peut être masculin, c'est-à-dire il peut se comporter d'une façon masculine principalement, comme il peut se comporter d'une façon féminine principalement. Et là, ça va complètement changer. Donc la différence réside vraiment dans cette énergie ou ce comportement, ou cette dynamique féminine ou masculine. Ah, donc c'est plutôt une question d'énergie. Donc on peut être une femme avec une énergie masculine et un homme avec une énergie féminine. C'est ça, exactement. Et un homme masculin et une femme masculine vont avoir tendance à se comporter de la même manière. Ah, très intéressant. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'émission, les énergies féminines, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors Stéphanie, pour commencer, aussi nous expliquer la différence entre l'attirance et l'amour. On le confond souvent. Complètement. Alors, je vais vous donner un exemple. La première fois que vous avez rencontré quelqu'un dont vous êtes tombé, entre guillemets, folle amoureuse, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les premières semaines où vous pensiez tout le temps à la personne, à chaque seconde, à chaque instant. Vous vouliez partager la moindre seconde de votre temps avec la personne, vous vouliez faire des projets, puis à chaque fois la personne en face de vous vous racontait une partie de sa vie, même des parties dont on s'en fout complètement, comme oui, tu sais, j'ai été élevée par ma grand-mère, parce que mon cousin, tel. En fait, normalement on s'en fout, mais tout au début, qu'est-ce qui se passe ? Ça nous intéresse, on trouve ça juste incroyable. Oui. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Oh. On peut aussi l'appeler passion, c'est un autre mot. C'est-à-dire, l'attirance est superficielle, Stéphanie ? Non, l'attirance n'est pas superficielle, puisque l'attirance est un premier pas qui va mener vers l'amour. L'attirance est nécessaire. Sans attirance, c'est difficile de créer de l'amour après derrière. L'attirance, c'est un petit peu une stratégie de l'évolution humaine, c'est un petit peu une stratégie de notre cerveau archaïque, cerveau reptilien, qui nous permet justement de pouvoir créer un couple en se sentant attiré vers quelqu'un. On va pouvoir justement développer ce lien de confiance, donc cette intimité, pour pouvoir ensuite créer de l'amour. Donc c'est un stade ou étape nécessaire pour tomber amoureux par la suite. C'est ça, si on veut vraiment créer quelque chose, une relation profonde avec quelqu'un, c'est très important de passer par cette étape d'attirance, c'est pas une étape fausse, c'est pas une étape superficielle, c'est une étape nécessaire. Mais c'est que la première étape. Alors ici, Stéphanie, je reçois aussi une coach qui n'aime pas le terme tomber amoureux, elle n'aime pas le terme tomber. Et l'amour, façon Stéphanie Palma, c'est quoi ? Alors je rebondis sur ce que vous me dites, Manel, complètement. C'est tomber amoureux, c'est un petit côté, ça va se casser. C'est-à-dire tout ce qui tombe finit toujours par se casser. Et tomber amoureux, bon, ça fait partie des expressions françaises. Oui. Tomber amoureux, pour moi, la définition vraiment, ce que je mettrais derrière de l'amour, c'est cette capacité, cette conscience vraiment de savoir que la personne en face est là parce qu'on l'a choisie. Elle n'est pas là parce que elle nous fait du bien. Elle est pas là en face de nous pour combler des besoins. Elle n'est pas là pour combler un vide en soi. L'amour, pour moi, je vais faire la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Mais pour moi, l'amour le plus beau, c'est l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, c'est véritablement prendre conscience que la personne en face est la bonne personne uniquement parce qu'on a choisi que c'était la bonne personne, parce qu'on l'a décidé un jour.
On a décidé un jour l'amour inconditionnel. Et ça ce n'est que mon avis, Stéphanie. C'est un peu difficile de rendre l'amour inconditionnel quand on a face à nous quelqu'un qui ne répond pas toujours aux attentes. Et c'est toujours un problème d'attente en amour. Si on a trop d'attentes, forcément on est déçu. Exactement. Je pense que la qualité d'une relation vraiment se mesure au niveau d'attente qu'on a envers quelqu'un, envers notre partenaire. Et le plus on a d'attentes, et le plus potentiellement on peut se retrouver à un moment donné à ce que nos attentes ne soient pas comblées. Parce que, admettons, un matin, notre partenaire se lève et il se lève du mauvais pied. Parce qu'il a passé une mauvaise nuit, parce qu'à un moment donné, il est stressé par le boulot, parce qu'il a fait des cauchemars. Mais peu importe, en fait, la raison. Ça arrive à tout le monde de se lever le matin et d'être pas de très bonne humeur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Puisqu'on a des attentes, puisque notre bonheur dépend de l'autre, si notre partenaire ne peut plus combler ça, alors on n'est plus heureux. Donc vraiment, la qualité de notre couple, la qualité des relations qu'on a dépend vraiment de cette possibilité de se détacher, c'est-à-dire de notre capacité à remplir nos besoins soi-même, à combler nos attentes tout seul. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, Stéphanie, j'ai une question de Mina. Donc, elle dit, l'amour inconditionnel veut dire que je dois aimer la personne malgré le fait qu'elle me fait mal. Ah, très intéressant comme question. Parce que je dois aimer, non, tu ne dois pas aimer. T'es pas obligé. Donc, là, c'est vraiment la réponse que je fais, c'est en amour, je dois, non. Il faut, non. Ah. Non. Je sais qu'en tant qu'être humain, être incarné, c'est-à-dire on est vraiment là, on fait tous du mieux qu'on peut. Et l'important, c'est de faire du mieux qu'on peut. Et parfois, être en face de quelqu'un qui réagit pas ou qui réagit mal, on n'y arrive pas et c'est pas grave, la rupture n'est pas un échec. La rupture n'est pas un échec. Très intéressant parce qu'on dit c'est un échec que vous avez appris avec cette expérience. Non, ce n'est pas un échec. Non, c'est ça, c'est pas un échec. C'est-à-dire, pour moi en amour, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas un moment donné où on va se dire j'ai réussi ma relation. Ça marche pas. C'est-à-dire, c'est quoi réussir ? C'est passer 30 ans avec la même personne, mais 30 ans avec la même personne en se disputant. Est-ce que ça s'appelle réussir ? Donc la réussite n'existe pas en fait. Donc si la réussite n'existe pas, c'est que l'échec n'existe pas non plus. Très intéressant ce que vous dites, parce qu'on attend aussi à ce que ça soit incroyable, la vie est rose, tout doit être parfait. Et si ce n'est pas comme ça, forcément, c'est pas une belle histoire. C'est ça, j'entends souvent ça, oh mon Dieu, on n'arrête pas de se disputer, je pense finalement que c'est pas la bonne personne. C'est intéressant, parce que c'était la bonne personne il y a quelque temps, maintenant ça ne l'est plus. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que la bonne personne n'existe pas. À un moment donné, c'est juste une question de choix. Qu'est-ce que je décide ? Est-ce que je décide que je veux que du bonheur et que je veux que des belles choses dans ma vie, ça va être compliqué parce que la douleur fait partie de la vie et donc on ne peut pas exclure la douleur sans exclure le bonheur. Les deux choses vont ensemble. Il n'y a que parce qu'on expérimente de la douleur qu'on va pouvoir expérimenter du bonheur et c'est parce qu'on expérimente du bonheur que parfois le bonheur se brise et on expérimente de la douleur. Donc les deux vont ensemble. Donc pour pouvoir vraiment vivre ce que j'appelle une belle vie amoureuse, c'est juste accepter qu'il y a des parts de bonheur dans la relation de couple et il y a des parts de douleur, mais la douleur fait aussi partie du couple. Parce que ça fait partie de la vie. Fait aussi partie du couple et de la vie. Très intéressant ce que vous dites, Stéphanie. Alors Stéphanie, on va revenir au début de la relation. Comment un homme tombe amoureux et comment une femme tombe amoureuse. C'est pas la même chose. Exactement. Deux fonctionnements différents. Alors je vais préciser vraiment parce que au lieu de parler d'hommes et de femmes, j'ai vraiment parlé de féminin et masculin. D'accord. Puisque on peut avoir un homme masculin comme un homme féminin et une femme féminine comme une femme masculine. Donc je vais vraiment préciser qu'il y a une différence vraiment entre le féminin et le masculin. Pas forcément entre les hommes et les femmes. D'accord. Le féminin va vraiment avoir besoin de sécurité avant tout. C'est-à-dire pour vraiment développer cette confiance, pour avoir vraiment développé ce lien d'intimité et tomber amoureux, le féminin va avoir besoin de se sentir en sécurité. Et de la sécurité, c'est aussi de la certitude. C'est la même chose. Donc les femmes, elles cherchent plus à être en sécurité. C'est ça. Quand je parle de sécurité, ça passe évidemment par la sécurité physique, mais surtout, c'est de la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire de la certitude sur certaines choses. La certitude. Est-ce qu'on peut dire aussi certitude ou sécurité financière, Stéphanie ? Alors, on peut parler de sécurité financière, mais l'argent n'est toujours qu'un outil pour atteindre de la sécurité émotionnelle. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui vont utiliser le statut social, l'argent de leur compagnon. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser d'autres choses, mais c'est toujours pour atteindre le même but, la sécurité émotionnelle. D'accord.
Donc Stéphanie, et donc j'ai reçu un message d'un auditeur qui dit les femmes tombent amoureuses des hommes riches. Stéréotype. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai énormément de commentaires comme ça d'hommes sur ma chaîne YouTube justement qui me disent mais les femmes sont attirées que par l'argent. Oui et non. Encore une fois, c'est vrai, c'est faux. Pourquoi c'est vrai, c'est faux? Parce que l'argent est un moyen. C'est un moyen d'atteindre un autre but. Et le but de la femme n'est pas d'atteindre l'argent. C'est-à-dire n'est pas la sécurité financière. C'est la sécurité émotionnelle. C'est vraiment ça le but. Donc en cherchant une sécurité financière, c'est aussi pour avoir une certaine sécurité émotionnelle. C'est très intéressant, Stéphanie. C'est ça. Et je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple d'un ami. Un ami proche qui, à un moment donné, a eu une entreprise avec sa femme et en fait, ils ont tout perdu. C'est-à-dire, ils vivaient très bien et confortablement, financièrement parlant, et à un moment donné, ils ont vraiment tout perdu. Les huissiers qui tapaient à la porte. Il a fallu reconstruire un business en un rien de temps parce que sinon, ils avaient déjà 2 enfants. 2 enfants, elle est enceinte du 3e. Et en fait, elle n'est pas partie. Elle est restée. Ils sont toujours ensemble. Et c'était il y a 15 ans, cette grosse crise-là. Et pourquoi elle est restée? Elle n'est pas restée parce que elle s'est dit, il va me mettre en sécurité financière à un moment donné, il va réussir à recréer quelque chose dans les finances. Oui. Non, absolument pas. Elle est restée, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a réussi à transformer certainement une partie de cette sécurité financière qu'il n'avait plus par la certitude. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Tu peux me faire confiance. On va s'en sortir. Crois-moi, tu es la personne la plus importante de ma vie. Je resterai auprès de toi. Et le féminin va toujours chercher ce genre de choses, pas de la sécurité financière. La sécurité financière, c'est qu'un outil. Oh, très, très intéressant, Stéphanie. Alors, Stéphanie, qui se base le plus sur le visuel? Qui a envie de voir une personne, on va dire, qui correspond à ses critères physiques? Les deux. Les deux. Ah, c'est pas typiquement masculin, alors. Non, les deux. Évidemment, les deux. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'attirance est forcément basée sur le physique. Oh. C'est-à-dire, le physique va permettre d'indiquer certaines valeurs. On est tous attirés par des gens qui ont la même vision des choses que nous, qui ont les mêmes valeurs. Quand je parle de valeurs, ça va être la valeur engagement, la valeur famille, la valeur peut-être aussi travail. C'est ça, ce type de valeur. Et le physique indique énormément de choses sur les valeurs. Donc on va tous, qu'on soit masculin ou féminin, homme ou femme, on va tous à un moment donné regarder certaines personnes et se dire « Ok, lui ou elle, non, lui ou elle, non, lui ou elle, ouais, potentiellement oui, non, oui, non, oui. » Parce que on a justement ces informations-là, grâce au physique, sur les valeurs avec lesquelles sont alignées les personnes. Alors là, j'ai reçu une phrase très très connue qu'on entend souvent, Stéphanie, c'est « Les hommes ont tendance à tomber amoureux de ce qu'ils voient et les femmes de ce qu'elles entendent ». Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et je vais vraiment répondre à ça en parlant de Helen Fisher, qui est une anthropologue américaine, qui a mené des études sur le cerveau. Et le cerveau des hommes et des femmes qui sont amoureux. Elle a vraiment mis en évidence qu'il y a une différence de fonctionnement. C'est-à-dire, quand un homme est amoureux et quand une femme est amoureuse, ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Ce qui veut dire que quand l'homme est amoureux et quand la femme est amoureuse, le comportement n'est pas le même. C'est ça que ça veut dire. Les femmes ont tendance à communiquer en premier. Les hommes ont tendance à passer à l'action en premier. Et la différence réside à ce niveau-là, certainement au niveau de la chimie corporelle, tout simplement. Et donc, quand vous dites qu'on est attiré par le physique, cela ne veut pas dire forcément, Stéphanie, qu'il faut être belle ou beau. Chacun a ses critères et il n'y a pas de critères universels de beauté, Stéphanie. Exactement. Non, il n'y a pas de critères universels. Simplement, il y a simplement des messages inconscients qu'on arrive à capter de, oh, cette personne semble avoir les mêmes valeurs que moi. C'est important d'avoir les mêmes valeurs, Stéphanie. C'est très important, puisque un couple qui n'a pas les mêmes valeurs va difficilement durer sur le long terme. Par exemple, madame ne veut pas d'enfants, monsieur veut 2 enfants. Et ils se sont rencontrés comme ça, ils se sont dit « Oh, l'autre va changer avec le temps. Il va finir par comprendre que pas d'enfants c'est mieux. » Ou elle va finir par comprendre que 2 enfants c'est mieux. Et au bout de 10 ans, il se passe quoi? Elle ne veut toujours pas d'enfants, il veut toujours 2 enfants. Quel est le seul moyen? La séparation. Ah, donc il faut pas, les valeurs, ça doit être vraiment... Et les centres d'intérêt, par exemple, Stéphanie? Les centres d'intérêt, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aussi avoir les mêmes centres d'intérêt pour s'entendre? Non, pas forcément. Alors, ce qui est très important aussi dans le couple, c'est vraiment de trouver toujours cet équilibre entre faire des choses ensemble et faire des choses seules. C'est très important d'avoir toujours son cercle d'amis, d'avoir toujours cette capacité à pouvoir
par exemple, aller se promener seul, aller faire des activités seul. Et c'est aussi très important de s'investir dans sa relation en développant des activités ensemble. Ah, très important. Donc, chacun peut garder sa vie, continuer à avoir son... On peut dire jardin secret aussi, Stéphanie? Ah, complètement. Et il le faut, c'est ultra nécessaire. Parce que quand on rentre dans un couple, l'important, c'est pas de s'effacer pour le couple. La personne qui nous a choisi pour qui on est. Elle nous a pas choisi parce que tout à coup, elle s'est dit, elle va s'effacer, elle va s'écraser. Non, donc c'est rester qui on est. Le plus on est bien avec soi-même et le plus ça va former vraiment une relation amoureuse de qualité. Et pour être bien avec soi-même, c'est garder sa vie telle qu'elle est, ne pas faire de sacrifices, par exemple, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça vous dit, par exemple, le terme être fusionnel pour vous? Alors, c'est très intéressant parce que j'ai justement expérimenté il y a quelques années une relation fusionnelle et cette expérience-là m'a permis vraiment d'en comprendre énormément de choses. Et pour moi, la relation fusionnelle indique une dépendance affective. C'est-à-dire, à partir du moment où on se sent en fusion avec quelqu'un, ça veut dire qu'on s'efface. Ça veut dire qu'il y a une partie de notre personnalité qui s'efface. Et s'il y a une partie de notre personnalité qui s'efface, ça laisse supposer que on est OK pour ça. Et pourquoi on serait OK pour effacer une partie de notre personnalité? Parce que seul avec soi-même, on ne se suffit pas. Et on a besoin de quelqu'un d'autre pour se compléter. Ah, très intéressant. Alors en couple, Stéphanie, est-ce qu'il faut absolument qu'un des deux prenne le contrôle? Intéressant comme question. Est-ce qu'il faut? Alors il faut non, il faut rien. Il faut rien. Encore une fois, il faut rien. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes au niveau du couple. C'est intéressant cette histoire de contrôle parce que contrôle, moi, me laisse penser que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir raison et qui veut que l'autre ait tort. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui va gagner et l'autre qui va perdre. Oui. Pour moi, cette notion de contrôle, c'est ça. Et à partir du moment où en couple, il y a quelqu'un qui va avoir raison sur l'autre, qui veut gagner, qui veut voir l'autre perdre, on n'est plus dans la même équipe. Et un couple, c'est deux personnes dans la même équipe. Très important. Un couple, c'est les deux dans la même équipe, on n'est pas en compétition. Exactement. Ce n'est pas qui va avoir le dernier mot. C'est ça, les deux veulent aller dans la même direction, d'où l'intérêt d'avoir la même vision, c'est-à-dire la même valeur. Les deux cherchent à construire quelque chose pour aller dans la même direction. S'ils se tapent sur la gueule, si à un moment donné ils s'engueulent, ils se disputent, et puis ils cherchent à se dire « Ok, tu avais dit ça, tu as tort, parce que tu n'as pas tenu ta promesse », c'est le meilleur moyen en fait de rejeter la faute sur l'autre et de ne plus avancer dans la même direction, d'être des adversaires au lieu d'être une équipe qui avance dans la même direction. Être dans une même équipe, très intéressant, coach Stéphanie. Alors, qui a le plus besoin d'être admiré, Stéphanie? Ici, dans cette émission, une phrase qui a été répétée plusieurs fois par des experts. L'homme a besoin de se sentir utile. Je l'ai entendu plusieurs fois. Est-ce que vraiment l'homme a besoin de se sentir utile? C'est ça, exactement. Je vais juste rajouter la petite subtilité, c'est pas l'homme, c'est le masculin. C'est vraiment le masculin. Oui. Une femme masculine va avoir besoin de se sentir très utile aussi. Et le mot utile, on peut vraiment le détailler. On peut utiliser d'autres mots. Reconnu. Pour qui il est reconnu pour ses compétences. Ça peut être aussi ça. Utile, c'est la même chose que reconnu. Très intéressant. Comment une femme peut rendre un homme utile ou reconnaître ce qu'il fait dans la vie quotidienne, par exemple? Déjà, arrêtez de vouloir avoir raison. C'est la première chose. Arrêtez de vouloir avoir raison. Une femme, alors je rappelle, quand je dis une femme, c'est une femme féminine, quand je dis un homme, c'est un homme masculin, d'accord. Oui. Donc une femme qui veut justement permettre à son homme de se sentir reconnu, de se sentir utile, la meilleure chose qu'elle puisse faire, c'est surtout pas le critiquer. Et encore moins en public. Je vais vous donner un équivalent pour bien comprendre. Critiquer son homme en public, c'est véritablement l'équivalent de lui donner un grand coup de pied dans les parties intimes. Ah. C'est l'équivalent, c'est le même équivalent. Donc, critiquer, c'est-à-dire lui faire des reproches, lui dire là, ok, là ça n'a pas été, là ce que tu as fait, je suis pas ok avec ça, c'est complètement ok. Mais dans la sphère privée, pas dans la sphère publique. Ah, et c'est une erreur que plusieurs femmes font, Stéphanie. C'est ça, parce que, encore une fois, on a deux fonctionnements différents et on nous apprend pas ça à l'école. Non. Et nous, en tant que femmes, et femmes en plus féminines, puisque par nature même, on a cette essence féminine, on va se dire, mais les autres fonctionnent comme nous. Donc, moi, ça me dérange pas de faire une critique. Que quelqu'un me critique en public, ça me dérange pas, parce que ce qui m'intéresse, moi, en premier, c'est la communication. Donc, même si on me critique, on communique avec moi, on échange, on connecte avec moi. Donc, moi, ça va me remplir. Sauf qu'un homme ne cherche pas la communication, ne cherche pas la connexion en premier.
mais plutôt à se sentir reconnu et utile, à se sentir admiré. Donc, ne jamais critiquer son homme ou son mari devant les autres. Jamais, jamais. Exactement. Même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qu'il a dit, c'est du domaine de la sphère privée, pas publique. Et il y a aussi, même en privé, il y a une façon de le dire. On peut pas le dire n'importe comment, parce que des fois, la communication, une fois de plus, je vais vous poser aussi la question sur la communication un peu plus tard. Donc, j'ai un auditeur, je ne citerai pas son nom, donc il dit, il tombe très facilement amoureux. Et donc là, au bout d'une semaine, il est déjà amoureux de quelqu'un. Et il dit, est-ce normal de dire à quelqu'un, je t'aime, au bout d'une semaine? Encore une fois, est-ce que c'est normal ou pas? Il n'y a pas de normalité en amour. Il y a juste, est-ce que c'est complètement aligné avec qui tu es, en fait, profondément qui tu es, ce que tu veux. Après, ça laisse quand même supposer quelque chose. On avait parlé en tout début, là, il y a quelques minutes, sur cette histoire d'amour. Au début, c'est pas de l'amour. On pense que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. C'est de l'attirance. Il y a vraiment une grande différence entre les deux. Puisque l'amour est vraiment basé sur des valeurs communes. Et les valeurs communes, on peut pas les connaître au bout de quelques instants. C'est-à-dire consciemment. Non. Connaître les valeurs de l'autre au bout de quelques jours, voire même quelques semaines, compliqué. Non, quand vous dites c'est compliqué, est-ce qu'on peut dire que les femmes tombent amoureuses plus vite? Oui et non. Oui et non. Pourquoi cette réponse? Oui et non. Puisque pareil, il est scientifiquement démontré que les femmes produisent un certain type d'hormone, de l'ocytocine, une fois qu'elles ont lié une relation intime, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu une relation sexuelle avec son partenaire, oui. Chose qui ne se produit pas avec l'homme. Donc c'est pour ça que je dis oui et non, c'est-à-dire s'il y a une relation intime, oui, la femme va s'attacher et l'homme ne s'attache pas à ce moment-là. C'est pas ça qui va faire qu'il va s'attacher. Et donc, il faut un peu, en quelque sorte, retarder les rapports intimes, attendre d'être sûr, non? Eh bien, c'est les fameux conseils de grand-mère. Parce que c'est intéressant. Les grand-mères ont souvent des choses très sages à nous partager. Des choses qui se sont transmises de mère en fille. Et il y a une sorte de phrase, de proverbe, je sais pas si c'est un proverbe, que partagent la plupart des grand-mères et qui nous ont partagé aux mères et puis aux filles, et qu'on n'applique plus de nos jours. Et qui est dommage parce que ça a beaucoup de sagesse, qui est tu dois passer beaucoup de temps, en fait. Tu dois passer du temps, en fait, avec ton partenaire. Quand tu es une femme, tu dois passer du temps avec ton partenaire parce que dès lors où il y a rapport sexuel, si l'attachement n'a pas eu lieu avant, il va partir. Ah, parce qu'il a eu ce qu'il voulait, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si on peut dire c'est parce qu'il a eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire, est-ce que consciemment c'est ce qu'il voulait? Est-ce que inconsciemment c'est ce qu'il voulait? On sait pas à ce moment-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fonctionne pas de la même manière et que nous, on développe les hormones de l'attachement et lui, après la relation sexuelle. Et donc, il y a plus de chances qu'un homme parte juste après. Et pourquoi donc, Stéphanie? Pourquoi donc ils ont... Non, pas forcément. Alors, il n'y a pas plus de chances qu'il parte juste après, c'est juste que nous, ce qui va nous permettre de nous attacher, c'est-à-dire ce qui va nous donner un gros coup de boost dans notre sensation d'attachement, c'est la relation sexuelle. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. C'est-à-dire, à un moment donné, le plus on s'investit dans la relation et le plus on s'attache, en fait, à l'autre. Et si on a une relation sexuelle avec un homme dès les premiers jours, soit à un moment donné, soit pendant les premiers jours, il s'est vraiment beaucoup investi dans la relation et donc il s'est attaché et donc ça ne va rien changer, ou bien il n'a pas dépensé, il n'a pas investi beaucoup de son temps et de son énergie dans la relation. Et dans ce cas, la relation sexuelle, au bout de quelques jours, ne va pas amener plus d'attachement que ça, de sa part à lui. Par contre, de sa part à elle, oui. Oh, très intéressant. J'adore vous écouter, Stéphanie, mais je suis obligée de prendre une toute petite pause. Si vous permettez, on se retrouve juste après. Restez avec nous. On se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach en relations amoureuses, Stéphanie Palma, que j'ai un plaisir énorme d'écouter. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E-E-D. Donc, j'ai reçu une question par rapport à la communication que j'ai prévu de vous poser, Stéphanie, un peu plus tard dans l'émission, si vous permettez. Donc, Stéphanie, en termes d'impulsivité, est-ce que c'est typiquement féminin? Ou, enfin, maintenant, j'ai corrigé femme-homme, j'utilise le terme féminin ou masculin. Ok, superbe. Donc, est-ce que l'impulsivité est typiquement féminine? Oui, ça? Exactement.
L'impulsivité est typiquement un comportement. Et le comportement peut très bien être déclenché par une blessure émotionnelle, un passé particulier. Et ça va pas être lié au féminin et ça va pas être lié au masculin. Ah. D'accord. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot impulsivité. Mais le mot impulsivité, c'est comme dire, ok, est-ce que colérique, c'est féminin ou masculin? Non. Est-ce que la tristesse, c'est plutôt féminin ou masculin? Non. C'est juste... Par exemple, vous avez parlé d'être colérique, c'est quelque chose qu'on a tendance à coller, c'est une étiquette qu'on a tendance à coller aux hommes, et plus il est colérique, plus il est homme. Ok, intéressant. Intéressant parce que j'ai pas souvent entendu ça. Pour moi, non, il n'y a pas de lien. Il y a pas de lien, D'accord. c'est-à-dire... Quelles que soient les émotions ou les sentiments, parce qu'il y a vraiment une différence entre émotion et sentiment, donc là on parle vraiment de sentiments, non, l'impulsivité n'est pas liée particulièrement au féminin ou au masculin. Par contre, je rappelle qu'il y a quand même deux fonctionnements différents entre féminin et masculin, et le féminin va avoir tendance à communiquer plus rapidement et plus facilement, et le masculin à agir plus facilement et plus rapidement. Alors nous, les femmes, on a entendu parler des histoires de princes charmants quand on jouait même avec les poupées, quand on regardait les dessins animés quand on était petite. Alors est-ce qu'on a vraiment tendance à idéaliser l'amour et vite être déçu à cause de ça, Stéphanie? Ah, c'est fort probable, parce que on a tous été influencés, ce qui est normal, on est tous influencés par notre environnement. Et on a tous été influencés par ces histoires qu'on entend, ces livres qu'on nous a racontés, qu'on nous a lus quand on était petits, ces dessins animés qu'on a regardés. Et on est tous influencés par cette histoire de prince charmant et de princesse en détresse. Et je pense sincèrement que ça fait pas que du bien, ce type d'histoire. Pourquoi ça ne fait pas que du bien? Parce que une princesse en détresse, malheureusement, c'est aussi une princesse qui est victime. Et donc, une victime va se chercher un sauveur. Et le problème, c'est que personne ne veut être véritablement sauveur de quelqu'un, en fait. Non, ce qu'on veut dans les relations amoureuses, c'est pas sauver son partenaire, et c'est pas que son partenaire soit une victime. Et ce qu'on veut véritablement dans notre relation aussi, c'est pas non plus être victime et qu'on soit sauvé par quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Stéphanie, c'est un terme qui est revenu plusieurs fois depuis hier sur ma page Instagram, depuis que j'ai annoncé le sujet. C'est ma moitié, ma moitié, ma moitié. Vous êtes d'accord avec ce terme, chercher sa moitié? Ça peut être un terme qu'on peut utiliser. Après, je préconise pas cette utilisation puisque si on est une moitié et qu'on cherche sa moitié, on va forcément attirer que des moitiés. Et puis après, on va reprocher à l'autre de ne pas être complet. C'est très intéressant. Oui, mais regarde, il te manque ça, et puis si tu avais cette qualité en plus. Bah oui, en même temps, vous vous considérez comme une moitié, vous avez cherché une moitié, bah vous avez obtenu une moitié. J'avais vu une fois sur les réseaux sociaux un très bon dessin qui montrait ça, c'était une demi-moitié de citron qui recherchait sa moitié, et donc elle a trouvé une demi-moitié d'orange, je crois. Et après, les deux se reprochaient en disant, mais t'es qu'une moitié. Alors qu'à côté de ça, il y avait un citron entier qui a réussi à trouver son orange entière, et donc, du coup, ils ont fait une vie magnifique ensemble. Je vous adore, Stéphanie. Quel plaisir de vous avoir comme ça en direct, parce que sur YouTube, je regarde vos vidéos, mais j'ai pas la personne comme ça en direct, un contact humain. Ça me fait trop plaisir. Alors Stéphanie, j'ai un message très intéressant d'un auditeur. Donc il dit, ce n'est pas une question de rêve de princesse ou de prince charmant. Il dit, les réseaux sociaux aussi jouent un rôle. On a tendance à regarder des photos qui idéalisent l'amour, et ça influence forcément l'idée que les femmes ont des relations amoureuses. Complètement, on est influencé par notre environnement, on est influencé par ce qu'on regarde, par ce qu'on vit. De toute façon, s'il y a bien une chose qui est juste fondamentale dans les relations humaines, c'est qu'on apprend ce qu'on vit. C'est-à-dire, si je suis entourée, et s'il y a des posters placardés autour de là où je suis, qui disent toujours le même message, c'est-à-dire, par exemple, on va rebondir sur « tu n'es qu'une moitié et cherche ta moitié ». Mais je vais me considérer moi-même comme une moitié, et ça va m'influencer sans même que je le décide. Par contre, j'ai quand même un pouvoir dessus. J'ai quand même mon libre arbitre de choisir ce que je veux voir. Très intéressant. C'est-à-dire, à un moment donné, si tout ce que vous voyez sur vos réseaux sociaux, ce sont des trucs où vous sentez que ça vous limite, c'est votre choix et votre responsabilité que de vous détacher de ça, d'arrêter de regarder ce genre de choses.
Alors Stéphanie, je vais vous lire un message d'une auditrice, je ne citerai pas le nom, mais je ne sais pas si si vous pouvez commenter ce qu'elle dit en tout cas. Donc elle dit bonjour, que peut-on faire ou comment peut-on vivre avec un homme si on n'a plus de sentiments pour lui, mais qu'on est obligé de rester avec lui pour les enfants et autres? Ok, donc c'est très intéressant. Donc là, on va vraiment, il y a plusieurs choses, on va vraiment détailler. Donc déjà, rester pour les enfants n'est qu'une excuse. Pourquoi ? C'est-à-dire la vérité, c'est que cette personne-là ne reste pas vraiment pour les enfants, elle reste parce qu'en fait, il y a encore un lien, ou même s'il n'y a pas un lien, il y a la peur de partir. Une zone de confort, en fait. C'est ça. Et utiliser les enfants, c'est juste c'est une excuse qui est inconsciente. C'est-à-dire, c'est pas fait exprès. C'est pas consciemment utiliser les enfants pour pas partir, c'est inconscient. Donc, c'est qu'une excuse. La véritable source, à mon avis, dedans, c'est certainement soit la peur d'être seul, ou soit parce qu'il y a encore un lien qui est là. Il y a une grande différence entre aimer et le sentiment amoureux. Il y a vraiment une grande différence entre ça. C'est-à-dire que là, la personne dit « Ok, j'ai plus de sentiments amoureux. Comment je fais ?» Eh bien, il y a une grande différence entre les deux, mais il y a aussi un lien très fort entre les deux. Le plus on s'investit dans le couple, c'est-à-dire aimer, c'est vraiment un verbe d'action, c'est faire quelque chose. Le plus on va chercher à faire quelque chose, à s'investir dans la relation, et le plus on va développer un sentiment amoureux. Donc les personnes qui en viennent, parce que je pense que c'est le cas de nombreuses personnes, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui me contactent qui sont dans ce cas-là, et il y a certainement pas mal d'auditeurs qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là aussi. Ils disent ok, j'avais beaucoup de sentiments amoureux au départ et j'en ai beaucoup moins et ça commence à s'effacer. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je dois partir ou pas ? Vous avez toujours le choix à chaque instant. C'est-à-dire, vous pouvez partir, mais à un moment donné, vous allez toujours retrouver la même situation. Si vous n'arrivez pas à dépasser cette situation-là aujourd'hui, c'est pas avec quelqu'un d'autre où le sentiment amoureux va durer toute votre vie. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas appris à un moment donné à dépasser ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas appris à recréer des sentiments amoureux. Une fois que la routine est installée dans le couple, parce que oui, c'est une réalité, ça arrive, la routine s'installe dans le couple, c'est de votre ressort et c'est de votre responsabilité de vous dire ok, je vais me sortir moi-même de cette routine en créant quelque chose, en créant de la distanciation. Les sentiments amoureux ou l'attirance ou l'amour, on peut l'appeler un peu comme ça, c'est un peu comme un élastique, c'est-à-dire pour vraiment sentir cette attirance, il faut savoir tendre l'élastique, et pour tendre l'élastique, il faut savoir parfois prendre un peu de distance. Faire partir en vacances tout seul, faire des activités tout seul, ce genre de choses. Et le plus vous allez vraiment tendre l'élastique, le plus ça va vous aider, et le plus vous allez vous investir dans le couple, remettre de l'énergie dans le couple, et le plus vous allez redévelopper des sentiments amoureux. Très intéressant. Aimer, ce n'est pas avoir des sentiments amoureux, ce n'est pas la même chose. Alors Stéphanie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des pièges propres à chaque sexe en amour ? Des pièges, C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Les femmes, par exemple, en amour, ont tendance à, c'est quelque chose que j'invente, c'est pas une réalité, ont tendance, par exemple, à être trop impulsive, se donner à fond, et par la suite être vite déçue. C'est un piège typiquement féminin. Est-ce qu'il y a des pièges? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui, il y a un piège, c'est de croire que l'autre fonctionne comme nous. C'est vraiment ça le piège. Ça, oui. C'est de croire que parce qu'on fonctionne comme ça, alors l'autre fonctionne forcément comme ça. C'est-à-dire de croire parce que, par exemple, pour une femme féminine ou un homme féminin, parce que la communication est facile, parce que c'est évident, parce que c'est naturel de communiquer quand il y a un problème, c'est de croire que pour l'autre, c'est aussi naturel de communiquer quand il y a un problème. Et non, parce que si en face, la personne est masculine principalement, quand il va y avoir un problème, la personne ne va pas communiquer. Naturellement, elle va aller s'enfermer dans sa grotte. Parce que le masculin a tendance à s'enfermer dans sa grotte en premier. Et donc, vraiment, le piège, c'est de croire que, ok, pour moi, c'est naturel, donc, punaise, pour l'autre aussi, c'est naturel. C'est évident. Pourquoi? S'il fait pas ça ou si elle fait pas ça, c'est parce qu'il ou elle veut pas faire d'efforts. C'est parce qu'il ou elle ne m'aime pas ou ne m'aime plus. Ça, c'est vraiment le gros piège. Éviter de dire à sa place, j'aurais pas réagi comme ça, j'aurais pas fait ça. C'est la phrase à ne pas dire. Oui, c'est ça, la phrase à ne pas dire, et surtout, c'est vraiment surtout prendre conscience vraiment de ce fameux piège de croire que l'autre se comporte naturellement de la même manière. Non. Dans une même situation, on a deux comportements complètement opposés. Ah, d'accord. Stéphanie, par rapport aux relations intimes, quelle différence il y a entre les hommes et les femmes? Relations intimes, les besoins vont pas être les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on en revient toujours à ce besoin de sécurité chez la femme en premier. Et ce besoin que j'appelle d'importance, ou être reconnu, ou se sentir utile chez le masculin en premier. Et donc, dans la relation intime, c'est ce qu'on va ressentir.
C'est-à-dire, c'est vraiment la différence qui va être palpable. C'est lié à ces deux besoins qui sont différents chez le masculin et le féminin. Ah, très intéressant. Et comment donc combler un homme et comment combler une femme, Stéphanie? Donc, comment combler le féminin? Le féminin, je rappelle, la sécurité avant tout. La sécurité émotionnelle avant tout. Donc, ça va passer par plusieurs choses. Donc, quand on parle de combler, est-ce que c'est combler sexuellement ou combler dans la relation? Dans la relation. Dans la relation en elle-même, ok. Donc, pour pouvoir combler le féminin, ça va être la rassurer, l'encourager et la rassurer. Le féminin se sent vraiment boosté, comblé, quand elle se sent rassurée et encouragée. Quand je dis elle, la femme féminine. Le masculin, ça va être vraiment se sentir important ou reconnu ou utile. Et je vais vous donner juste des petits exemples. Des exemples de la vie quotidienne que je vois constamment, même chez mes amis que je vois constamment. Par exemple, les deux vont faire les courses et ils reviennent avec des gros sacs de courses bien lourds. Et l'homme se tourne vers sa femme et lui dit « Attends, ma chérie, laisse les courses, je vais les porter. » Et elle lui dit « Non, non, c'est bon, je peux le faire. » Ça, ce n'est pas combler son homme. Pourquoi? Parce que en fait, c'est juste lui dire « J'ai pas besoin de toi, chérie. Tu n'es pas assez fort pour ça. Tu n'es pas utile. Regarde, j'ai pas besoin de toi. Je peux le faire toute seule. » Donc il y a des choses très simples qu'on peut faire dans la vie quotidienne, juste pour redonner un petit peu. La plupart des femmes, Stéphanie, font ça pour assurer un certain confort à leur homme. Donc c'est totalement, voilà, c'est pas bien, quoi. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est juste que parfois le féminin ne se rend pas compte que ça va avoir un impact. C'est-à-dire, oui, moi j'aimerais qu'on porte des sacs à ma place, et donc je me dis que j'aimerais que les autres, ça soit pareil. Je pense que les autres vont aimer qu'on porte les sacs à leur place, mais non. Et non, puisque les personnes masculines vont avoir besoin de se sentir utiles avant tout. Très important. Alors tout à l'heure, Stéphanie, vous avez dit que critiquer un homme en public, c'était vraiment quelque chose à ne pas faire. Et donc en communication, est-ce qu'il y a aussi une différence entre le féminin et le masculin? Comment communiquer avec une énergie féminine et une énergie masculine? Oui, complètement. C'est-à-dire, vraiment, avec le masculin, le critiquer en public, c'est la pire chose à faire. Et avec le féminin, c'est la rendre transparente. C'est-à-dire ne pas faire attention à elle. C'est la pire chose. Ne pas faire attention à elle, c'est horrible. C'est l'équivalent, pour donner un exemple pour les hommes, pour qu'ils comprennent, ne pas rendre sa femme transparente sur plusieurs jours, c'est l'équivalent de ne pas avoir de relations sexuelles sur plusieurs mois. Wow. C'est pour donner un équivalent pour que les hommes masculins se rendent compte de ce que c'est. Très intéressant ce que vous dites, Stéphanie. Est-ce vrai alors? Donc les femmes ont plus besoin de parler que les hommes, parce qu'on le dit aussi souvent. Et vous parlez beaucoup, nanana. Est-ce que c'est vrai? Exactement, c'est vrai complètement, puisque cette fameuse anthropologue américaine Helen Fisher, qui avait fait ses travaux formidables vraiment sur le cerveau de l'être humain, le cerveau amoureux de l'être humain, qui avait démontré que la zone activée chez les femmes, c'était la zone du cerveau de la communication. Et la zone du cerveau activée chez les hommes, c'est la zone de l'action. Et donc oui, il y a une vérité dans tout ça, c'est que oui, en effet, en cas de stress, la femme parle. L'homme agit, la femme parle. Effectivement, Stéphanie. Et donc la clé de coach Stéphanie Palma pour faire durer une relation amoureuse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre selon vous pour faire durer une relation, Stéphanie? Il y aurait tellement de choses à dire dessus. Mais je vais juste émission. Ouais, c'est ça, complètement. Mais juste deux choses vraiment très importantes. La première, c'est vraiment d'apprendre à être bien avec soi. De ne pas dépendre des autres pour être heureux. C'est vraiment ça. Tout part de soi, je le rappelle. Très souvent, on cherche des solutions à un problème à l'extérieur de soi. Mais la solution, elle est là. Elle est à l'intérieur de soi. Si on change, les choses changent. Si on change et qu'on évolue et qu'on est bien avec soi, bizarrement, dans notre relation de couple, tout va mieux aller. On va se sentir bien. Donc ça, c'est vraiment la première chose très importante. C'est vraiment prendre conscience que tout part de soi. Si on veut que les choses changent, on doit d'abord changer soi-même. La deuxième chose, c'est d'apprendre, de développer ses compétences en relation amoureuse. C'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Il y a tellement de choses, comme par exemple la différence de fonctionnement homme-femme, féminin-masculin, comment communiquer de façon non violente ou de façon consciente, les différents besoins de l'être humain. Il y a tellement de choses en fait à apprendre dans les relations amoureuses, et je fais souvent ce parallèle. D'accord. Ce qui est intéressant. Oui, je vous écoute. Oui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va souvent sur notre compte en banque pour vérifier où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est dans le rouge, est-ce qu'on est dans le vert, est-ce qu'on a assez d'argent ou pas. On fait ça régulièrement, il y a des personnes qui font ça tous les jours, il y a des personnes qui font ça toutes les semaines, et c'est conseillé, et c'est acquis, et c'est admis de faire ça tous les mois. Par contre, faire un point avec notre partenaire toutes les semaines ou tous les mois, on le fait pas. Juste s'asseoir face à face et lui dire « Ok, comment tu te sens dans notre relation ?» D'accord, Stéphanie, je vais vous lire un message que j'ai reçu. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette appartenance à quelqu'un? On a toujours l'habitude de dire c'est mon copain, c'est mon mari, etc. Mais ces personnes-là ne nous appartiennent pas, je trouve. Nous nous aimons tout simplement. Du coup, pourquoi on a eu ce réflexe de dire que c'est à moi? Très intéressant. Je pense que c'est le même réflexe de dire je cherche ma moitié ou c'est ma moitié. C'est parce que à un moment donné, si on n'est pas bien avec soi-même, on va avoir ce besoin de chercher sa moitié ou de se dire c'est mon compagnon, il est à moi. Pourquoi ? Parce que seul avec soi-même, on se suffit pas et on a besoin de l'autre pour vraiment se sentir complet. Et je pense que ça vient de là. C'est-à-dire toutes les personnes. Bon, après, il y a aussi, c'est-à-dire à un moment donné, c'est acquis, c'est admis dans la société de parler de son mari, c'est mon mari, ma femme. Donc il y a aussi cette déformation, mais à la base, ça vient de là. À la base, ça vient de ces personnes qui sont mises en relation alors qu'elles se suffisaient pas à elles-mêmes. Et donc, leur partenaire est devenu mon chéri, ma femme. Oui, effectivement, Stéphanie, très intéressant. Et Stéphanie, j'ai un énorme plaisir à vous écouter, à écouter vos réponses. Malheureusement, j'ai encore beaucoup de questions, mais on n'a pas le temps pour les terminer. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation et j'espère vous recevoir une deuxième fois pour répondre aux questions qui restent. Merci, Manel, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous remercie du fond du cœur, Stéphanie Palma, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur YouTube, Stéphanie Palma. Vous pouvez aussi visiter son site internet. Elle est taguée sur mon Instagram. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.